C'est une question très brève et factuelle. La lettre à Wimfeling, tu nous mets la référence? Oh, attends, est-ce que je l'ai noté? C'est 1514, je sais pas si je l'ai noté en note. Non, je n'ai pas noté, mais je pourrais te la donner. Ouais, sans problème. 1514. Où je l'ai en tête, mais j'ai plus j'ai plus le numéro de la lettre. Où il lui explique, où il lui dit très précisément la manière dont il veut présenter son Nouveau Testament. C'est intéressant. Ouais, 1514, mais je t'enverrai la... Merci. Intéressant ça. Je n'ai pas compris si vous pensez que les 1000 annotations qu'Erasme affirme d'avoir prêtes déjà en 513, n'est-ce pas, vous considérez ça que c'est déjà un projet de nouvelle édition? Parce que il me semble que l'opinion maintenant générale est que ce sont des notes, qu'il voulait simplement donner une collection de notes, mais Valla avait collectionné, je ne sais pas combien, mais 80 notes, et moi, Erasme, j'en ai 1000. N'est-ce pas? C'était non pas encore que le moment décisif pour l'idée de donner entièrement le Nouveau Testament, c'était justement l'arrivée à Bâle, les premières moitiés. Enfin, c'est ce que j'ai tiré de la lecture du catalogue de l'exposition de Bâle que vous connaissez bien, et de l'analyse très exacte de l'idylle sur cette chronologie. Mais il me paraît qu'elle soit d'accord avec Andrew Brown, avec ses essais qu'il a écrits sur la chronologie de l'œuvre. C'est la première question. La deuxième, ça se réfère à la question d'Alcala, de la Bible d'Alcala. On discute si vraiment il y avait une concurrence, c'est-à-dire si à Bâle on avait nouvelle de l'existence. Vous avez trouvé quelque chose qui prouve qu'il savait qu'Alcala il y avait un projet semblable? Fini. Alors pour la première, la première question, c'est juste que je suis allée un peu vite en parlant. Je parlais pas d'annotation, je parlais vraiment du texte du Nouveau Testament. Quand en 1513 il avait établi les annotations, effectivement c'est à Bâle qu'il va développer. Ça, je suis entièrement d'accord sur la chronologie. Et effectivement dans le catalogue de l'exposition de Bâle, c'est très bien expliqué cette chronologie très très fine, que les annotations elles prennent vraiment sens. Ça, je suis entièrement d'accord à Bâle, en fait, lorsqu'il est dans l'atelier de Froben, c'est là qu'il met en place ces annotations. Après, par rapport à la Bible d'Alcala, à la pression que j'ai pu évoquer, non, très sincèrement, c'est plus, je me suis plus inscrite dans ce... Je l'ai évoqué, mais justement, je ne me suis pas appuyée sur un courrier particulier où il y aurait connaissance... On est mal documenté, ouais, où il y aurait connaissance de... Après, est-ce que c'est plutôt du côté de Froben? Je ne sais pas si Valentina, elle a pu le voir. Est-ce que Froben, lui, il sait pourquoi pourquoi Froben a cette pression, en fait, jusqu'à ce moment, on n'a pas trouvé un document qui dise il y a quelque chose là, n'est-ce pas? Et Erasme lui-même, il dit qu'il utilise Alcala pour la première fois 20 sept, n'est-ce pas? Dans 2, il n'y a pas de référence à Alcala. En étant sorti, il a utilisé du bout des lèvres. Quand on pense qu'il ne s'est même pas servi du texte, avec le fameux Vaticanus, pour reprendre sa fameuse rétroversion de l'Apocalypse. Il laisse celle que. Il n'a pas saisi. Raison de plus, moi c'est de l'eau au moulin de Jonc, si le mien. La preuve, c'est que il faut faire très attention à ne pas se fixer sur l'idée d'un Érasme Jean-Baptiste de l'édition savante. Moi, je crois que c'est très bien, la question des manuscrits, tout ça. Mais il y a une grande part de conjoncture, et je dirais, avec un point de taquinerie, c'est quand même le petit défaut
une histoire qui se veut culturelle et culturaliste. Et là, pour moi, l'ouvrage de Jardine, que je ne connais pas, c'était le fruit de mes 8 mois, là, et grâce à Christine, d'ailleurs, Bénévent. Là, il y a là quelque chose, il y a un clivage. Et on risque, parce que Erasme, parce que Jardine, qu'est-ce qu'elle dit? Erasme, c'est le nouveau Jérôme de la culture. Alors que moi, je pense que Erasme, inscrit dans un écrivain chrétien, qui s'inscrit, et si, là, je ne peux pas beaucoup le prouver, mais quand on voit la façon, les scolies sont magnifiques, ça va être une édition formidable, comment il parle du De Viris Illustribus. De Viris Illustribus, c'est une création de Jérôme. La liste des écrivains qui montrait que devant la culture du temps, eh bien, les écrivains latins, les pères font le point. Et je pense que s'il y a une ambition d'Erasme, c'est pas une ambition qui est celle d'un typographe, non. C'est l'ambition de quelqu'un, un écrivain chrétien, qui s'inscrit dans ce droit fil. Et là, c'est toujours la même chose. Avec Erasme, on est pris entre tradition et innovation. C'est le titre que j'avais d'abord donné à ma communication. Ça, c'est un point. D'ailleurs, mais je crois que c'est une question qui restera un point de discussion sans fin. Lui-même, dans la du Nouveau Testament, il se présente comme un Saint Jean-Baptiste et il dit qu'il a déchiffré les plaines, etc., pour que les théologiens du futur puissent s'inscrire après lui. Donc il y a toujours ce jeu entre... Lui-même, il l'entretient entre tradition et innovation. C'est le premier à en jouer... Une question Une question à propos de ce réseau de collaborateurs. 2 questions simples. Est-il aussi important en 1527 ou en 1535 qu'il pouvait l'être en 1516? Et ensuite, dans quelle mesure la fracture confessionnelle a-t-elle recomposé ce réseau? Ou est-ce que finalement le travail est resté un travail collectif jusqu'au bout, alimenté par des gens venant de toutes les confessions? Et du coup, ça pose la question Budet, Erasme, c'est-à-dire le positionnement de Budet et d'Erasme sur le plan religieux. Voilà, oui, peut-être aussi sur la dernière partie du débat. Enfin, c'est une banalité, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier que les savants entre eux sont très contents de discuter, mais quand il y a le peuple qui se révolte, quand il y a une dimension sociale importante, ça prend des proportions complètement différentes. Et alors, Budet, par exemple, il est très iconoclaste, comme on l'a vu en 1508. Il est tout autant contre la glose de la curse, on n'allait pas au gibet pour critiquer la glose, mais en 1535, son passage de l'hellénisme au christianisme marque une prise de position tout à fait autre, de protection, de retrait, parce que c'est une réponse tout d'abord très immédiate à l'affaire des placards qui secoue la France à la fin de 1534, et par rapport à laquelle il dit très clairement que, dans la préface à François Ier, que c'est très bien de discuter entre théologiens, entre gens de bonne composition, entre gens cultivés, des questions de l'Évangile, mais il ne faut pas que le peuple s'en mêle. C'est-à-dire que Budet est dans la droite ligne en fait, de l'intellectuel médiéval élitiste, dans un contexte où, disons, le peuple ne lit pas ou n'est pas censé lire, et il n'épouse pas cette nouvelle dimension sociale qu'intègrent les réformés. Tant et si bien que dans la première édition de l'Institution de la religion chrétienne, en 1936, Calvin répond dans la préface au roi François Ier au point de Budet, et il préfère, au contraire, sauver tous ceux qui croient en l'Évangile, quel que soit leur niveau de culture, quelle que soit leur radicalité. Calvin n'était pas d'accord avec la radicalité des afficheurs de placards, mais il dit ils croient en l'Évangile, je ne peux pas les abandonner. Enfin, je résume peut-être maladroitement. Voilà, tout à fait, celle de 1936 qui a la préface au roi François Ier, où on reprend évidemment, il avait beaucoup moins de chances d'être lu de François Ier que Budet, mais donc Budet reprend des positions qu'on pourrait appeler gallicanes,
quelle que fût sa conviction profonde, uniquement par des soucis, j'ai envie de dire, d'ordre public. C'est un peu la différence, enfin, ça me semble, hein, je sais que c'est assez gros et assez banal, mais Erasme aussi, quelque part, même s'il dit « je voudrais que les petites gens lisent », on est d'accord, mais il reste du côté de l'intellectuel traditionnel, élitiste, pour lequel seuls les gens qui ont un certain niveau peuvent... Alors, au contraire, enfin, d'un autre côté, leur opposition est contre une sorte de groupe qui est celle des théologiens de la Sorbonne, mais d'un point de vue social, ils représentent la même élite cultivée, enfin des fractions différentes d'une élite cultivée qui, de toute manière, excluait le peuple. Ça commandait très bien des taux d'analphabétisme très élevés, on va dire. Voilà. Donc, je crois que peut-être par l'histoire sociale du christianisme, on comprend mieux le décor et l'âpreté des positions telles qu'elles évoluent au fil des années 20 et 30, surtout du siècle. Le professionnel, Jean-Marie, ouais. Les écrits de Capiton et ceux de son ami Mélenchon pourraient peut-être nous indiquer. Moi, j'ai pas l'impression. Il y a quand même un point de rupture dont on n'a pas parlé. Il y a deux questions qui restent. C'est-à-dire que je suis un théologien impénitent. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est dans la ratio, quand vous lisez, Erasme, devant l'exégèse, ce que de Lubac a magnifiquement étudié, c'est l'allégorie. L'allégorie est un point, c'est capital. On est très loin de la philologie. Et deuxièmement, peut-être un autre point, c'est que Erasme, il a été coincé, Et on voit très bien, quand on lit les annotations, et de ce point de vue-là, vous savez, on a un instrument de travail magnifique avec l'édition savante. Les annotations, vous savez là, il y a 6 volumes déjà. Les 4, c'est le texte, et 6 volumes. Le premier, on attend avec impatience. Mais vous avez une mine de renseignements pour deviner jusqu'où ça peut aller, tout ça. Enfin, là, je suis un peu vague parce que je trouve qu'il y a là encore des grands champs de recherche. Mais alors pour ça, vous comprenez, alors on est handicapé, peut-être pas jamais, mais bon, il faut des latinistes, des chaumaras. Il faut des chaumaras, voilà. Mais c'est vrai. Bon, on va... Et puis des théologiens aussi, vous comprenez.